Je serai très bref, parce qu'effectivement, nous avons le topaz. Donc, simplement, effectivement, nos intervenants aujourd'hui nous ont montré sous des angles divers qu'effectivement, l'ignorance du public et aussi sa passivité pouvait faire la force du système, comme tu le dis. C'est vrai que cette passivité-là peut aussi concerner des travailleurs du nucléaire qui, effectivement, ne prennent pas conscience de la situation du monde dans lequel on veut les emmener. En effet, le monde du nucléaire aujourd'hui, comme on nous l'a montré, c'est un monde coopté, avec des débats confidentiels, et effectivement, dont le public est totalement exclu. Le public est abusé sur les doses. Les personnels du système sont maltraités, notamment dans la sous-traitance. On nous a montré aussi des pays exploités dans la tradition du colonialisme, puisqu'effectivement, non seulement on leur prend leur richesse, mais en plus, on les intoxique par des produits effectivement, qui menacent leur santé. Le médical, et ça c'est quelque chose quand même qui est fort, je trouve, aujourd'hui, nous a montré que le domaine du monde médical, la preuve ici aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de médecins, le monde du droit, de la justice, effectivement, sont bien absents du débat concernant effectivement la question de la santé et du nucléaire. Et on pourrait dire en Saint-Jean, effectivement, ce que disait effectivement Madame Leglu dans un article L'essentiel est à venir, elle disait « Où sont les scientifiques ?» C'était quelques semaines après Fukushima. Donc, on voit aujourd'hui que le constat que l'on peut dresser aujourd'hui était nécessaire pour effectivement alimenter notre niveau de conscience par rapport au sujet, donc non seulement des doses radioactives, qui peuvent être accidentelles, mais aussi des faibles doses, car effectivement nous avons eu des exposés convergents et fort intéressants sur le sujet. Maintenant, c'est mon deuxième point, donc quoi je vais tenir ma promesse d'être rapide. Et alors, que pouvons-nous faire? C'est vrai que si notre ignorance peut être la force du système, peut-être que notre savoir peut devenir notre force. Annie Thébraumoni nous a bien dit tout à l'heure qu'il fallait libérer les échanges du savoir. Et je retiens cette proposition et je la fais mienne. En effet, on nous a proposé toute la journée de redonner leur place aux dimensions médicales, la reconnaissance des maladies en particulier. On nous a proposé aussi de redonner sa place au droit, en ne les laissant pas asservis effectivement au système, et redonner sa place à la science. Et on nous a proposé également de développer, de travailler en réseau, en s'appuyant sur la communauté d'approche entre chercheurs, militants et associations. Ça, c'est le tiens de la bouche, notamment de Roland Desbordes, qui tout à l'heure, effectivement, se félicitait de notre assemblée aujourd'hui, et notamment de l'assemblée des intervenants. Et le dernier point, je vais un peu vous taquiner, mais c'est pas grave. Enfin, il s'agit de développer la vigilance des populations et des consommateurs. Ça, c'était Roland Desbordes qui nous y a invités. Mais moi, je vais vous taquiner en vous disant qu'effectivement, il faut qu'on développe le droit du travail au regard de la protection des travailleurs. Et effectivement, c'est un sujet qui est très très actuel aujourd'hui en France, effectivement, avec la question de la loi travail. Et on imagine bien ce que ça pourrait être demain si effectivement nous régressons sur ce sujet-là. Donc il est prévu que je conclue momentanément. Je ne vais pas faire le résumé de ce qui s'est passé. Je voulais seulement vous rappeler qu'il n'y a pas donc de hiatus marqué entre ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que nous comptons faire dans les mois qui viennent. Les risques concernant le nucléaire, les risques technologiques sont aussi des risques qui concernent la santé publique, la santé des travailleurs et la santé des populations voisines. Je vous rappellerai uniquement que si nous souhaitons la sortie du nucléaire dans un rythme le plus rapide possible, eh bien, on peut souhaiter aussi que les rejets soient réduits à zéro. Je rappellerai aux anciens qui sont là qu'il y a eu en 1975 un accord entre le CRILAN, l'Union régionale CFDT d'alors, le
situation n'est pas tout à fait la même aujourd'hui. Et puis les Amis de la Terre de Caen, sur le thème rejet zéro. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire en sorte qu'il n'y ait aucun rejet en fonctionnement normal. Normal, ça veut dire dans les normes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun rejet. C'est toujours d'actualité. On ne l'a toujours pas obtenu. Donc, la préoccupation est importante. Et cette préoccupation est d'autant plus importante que dans les débats à venir, eh bien, on a plusieurs choses qui nous concernent. Vous avez, du point de vue technologique, tout simplement ce qu'on appelle le grand carénage, EDF, et ce qu'on appelle le grand rafistolage des vieux réacteurs. Les réacteurs de Flamanville, comme ceux de Paluel ou de Panly, étaient prévus pour durer 30 ans. Ils ont déjà obtenu une prolongation de 10 ans. Ségolène Royal espère 50 ans. EDF dit 60. Bon. Donc, il est évident que lorsqu'on rafistole, même s'il y a du bon rafistolage, ça ne fait que de la bonne occasion. Et la bonne occasion, eh bien, quelquefois, ça crée quand même des problèmes très particuliers. Pour ceux qui pensent à l'automobile, ils le savent. Bon, donc, il n'y a aucune garantie que cela se passe bien, que cela dure 10 ans de plus, 20 ans de plus, voire plus encore. Bon. Il est question aussi de démarrer l'EPR de Flamanville, cette vitrine commerciale qui se retourne en son contraire, compte tenu de toutes les défectuosités des aciers avec les excès de carbone dans la cuve, et je ne parle que des derniers avatars, dans la cuve et le couvercle de cuve. Et ce qui est remarquable quand même, c'est qu'on nous est sorti le 29 décembre dernier, c'est toujours le 14 juillet, 15 août, Noël, jour de l'an, les cadeaux, hein. Et donc le 29 décembre est sorti un décret qui n'est jamais passé devant le Parlement, c'est vous dire qu'on est dans un régime vraiment parlementaire et démocratique, hein. Et ce décret permet que l'on déroge à la réglementation et aux lois en matière de sécurité des installations nucléaires de base sous pression. En clair, la cuve, les cuves rentrent dans le cadre en question. L'autorité de sûreté nucléaire a déclaré « Mais ça, relisez bien le décret. Il n'est pas dit que cela concerne la cuve. Certes, ça concerne toutes les installations, donc la cuve. Et en particulier, quand même, recevoir le couvercle de la cuve ces dernières semaines, quelque temps après ce décret, c'est un hasard, évidemment. Greenpeace a arrêté en banlieue sud de Caen et que nous avons attendu ici. Elle était très protégée militairement comme d'habitude en la matière. Ça, c'est un autre problème avec le nucléaire. Ça ne fonctionne pas vraiment de façon non autoritaire. C'est pas vraiment très libertaire. La gestion des matériels et de l'industrie nucléaire dans sa totalité. Bon, donc, cela ne peut que nous inquiéter, et les décisions de faire les essais pour l'EPR, c'est l'été prochain. Au moins, c'est la version actuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans la période. Et il était prévu que le démarrage devait se faire avant le 10 avril 2017. EDF, par précaution, a demandé une prolongation jusqu'en 2020. Et pour certains, c'est fin 2018, début 2019, que les choses pourraient se faire. Tout ça pour essayer de maintenir la vente de cette technique à l'origine d'Areva et passer à EDF. La vitrine commerciale, on veut la continuer à Hinkley Point, en Angleterre, et effectivement, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui s'inquiètent, même si elles restent pro-nucléaires, y compris la CGT nationale, donc qui s'inquiètent de la situation. Hinkley Point, la fourchette des coûts
23 à 34 milliards d'euros. 23, c'est pour EDF. Les 11 qui restent, c'est pour 2 ou 3 entreprises chinoises, bien contentes d'arriver sur le marché européen pourtant très réduit. Mais EDF espère développer son marché en Chine. Donc, coûte que coûte, on va essayer de faire marcher ce réacteur. Évalué en France à 10 milliards et demi, il y a moins de 2 ans, mais quand on veut vendre, quand la France veut vendre en Angleterre, c'est-à-dire quand EDF veut vendre à sa filiale British Energy en Grande-Bretagne, on voit bien que les coûts ne sont pas les mêmes. Et que ces coûts en question posent de sérieux problèmes, par exemple, à la CGT d'EDF. Car EDF avoue 37,5 milliards d'endettement, c'est le directeur qui le dit, c'est pas nous. Sans compter British Energy. Donc on est bien au-delà des 50 milliards. L'action d'EDF, 17% d'actionnaires privés. L'action a diminué de 2,5 fois. EDF n'est plus au CAC 40. On est au bord de la catastrophe économique, de la catastrophe financière d'EDF. Je ne sais pas si tous les autruchiens du secteur, vous savez, ceux qui se prennent pour des autruches et qui ne veulent pas voir ce qui se passe autour d'eux, qui tendent les fesses mais qui ramassent les bouts, ben, on est dans cette situation aujourd'hui. Il est temps de faire en sorte que l'on réagisse. Je reviens à la CGT. Nous avons reçu de la part de la CGT, du secteur des transports d'électricité, même, c'est la première fois que ça nous arrive depuis très longtemps, nous disons qu'ils étaient d'accord avec nous pour dire que ce n'est pas notre fonction d'envoyer de l'électricité depuis le Nord-Cotentin jusqu'à Exeter, au Devon, 320 000 volts. C'est-à-dire l'équivalent d'un peu plus d'un réacteur actuel, ancien modèle, et d'un peu moins d'un réacteur type EPR, 1650. Alors, on est dans cette situation où même le directeur d'EDF dit je préférerais quand même faire du rafistolage, je ne le dis pas comme ça, mais ce rafistolage, il avoue 55 milliards. La Cour des comptes dit au moins 100 milliards. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la construction de 20 réacteurs supplémentaires? Coût moyen temps, attendez. Le nouveau modèle, il n'est plus question de faire des EPR, il est question de faire des EPR NM. Nouveau modèle, peut traduire low cost. C'est-à-dire qu'on va les faire plus petits, plus vendables, moins chers, et construits avec l'aide des Chinois, des techniques qu'ils utilisent, extrêmement sociales, comme vous le savez. Bon, donc, et ça coûterait minimum 200 milliards, peut-être 300 milliards, et ça ne serait commencé, cela, qu'à partir de 2028, peut-être 2030. Que demande le directeur qu'il y ait des privés qui viennent, mais il n'y croit pas beaucoup. Et pour cause d'endettement. Qui est intéressé par prendre de l'endettement? Il demande l'aide de l'État. Mais que peut faire l'État aujourd'hui? C'est pas parce que l'État permet qu'on augmente le coût du kilowatt de 2,5 par an que l'on va réussir cette opération. Je ne parle pas du démantèlement, je ne parle pas de la gestion des déchets, de longue activité, etc. Donc, on est au bord de la catastrophe économique. Et donc, nous avons une responsabilité extrêmement importante. Bien sûr, nous ne sommes pas les premiers responsables, évidemment, les premiers responsables de cela. Mais il n'est pas pensable que nous ne réagissions pas dans les mois qui viennent. Ce n'est pas dans 5 ans qu'il va falloir le faire. Les décisions vont se prendre au cours de l'été, au cours de l'automne prochain, avant l'élection présidentielle. Et donc, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des alternatives en la matière du point de vue politique? C'est de nous,
fait, que dépendent un certain nombre de choses. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui vont nous suivre. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il faut expliquer aux jeunes que c'est eux qui vont subir cela, qui est absolument inacceptable. C'est pourquoi je vous engage fortement à relier tout cela avec le débat qu'on a eu, les débats que nous avons eus aujourd'hui. C'est la santé publique qui est en cause, c'est la sûreté des populations, c'est aussi un modèle démocratique qui est en train de foutre le camp. On a intérêt à réinventer les choses, et si nous ne sommes que quelques centaines, un millier, au rassemblement que nous avons prévu, le CANO, c'est-à-dire le comité antinucléaire Ouest, qui regroupe un certain nombre d'associations depuis la Bretagne jusqu'à la Haute-Normandie, si on peut parler de Haute-Normandie aujourd'hui. Il y avait ici quelqu'un de la région du Mans. Donc le Grand Ouest doit se sentir concerné pour faire en sorte que nous soyons assez nombreux. Je vous rappelle que les choses dans une société comme la nôtre ne se décident pas parce que nous avons raison, il y a longtemps qu'on le sait qu'on a raison, mais parce que le rapport de force est bon pour nous. Il ne l'est pas aujourd'hui. Et le rapport de force est quelque chose d'extrêmement important qui n'est pas nouveau. Le rapport de force, ça s'exerce pas seulement par des actions symboliques, ça s'exerce par la démonstration de masse qu'il y a une volonté antinucléaire importante dans le secteur. Il s'agit d'éviter la casse avec la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, il s'agit d'éviter la relance du nucléaire avec tous les problèmes que ça pose, y compris économiques et de démocratie. Je vous appelle donc à vous mobiliser pour le 1er et le 2 octobre prochain, et à vous mobiliser d'ici là pour faire en sorte que, autour de vous, on se sente concerné.